Et nous commençons donc avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. On va s'intéresser ensemble à un investissement immobilier un peu particulier, à savoir investir dans des châteaux dans un contexte d'inflation que nous connaissons actuellement, avec notamment des hausses en matière de prix de l'énergie ou prix des matières premières. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Olivier de Chabot-Tramcourt, directeur général du groupe immobilier Mercure. Bonjour Olivier de Chabot-Tramcourt. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va peut-être revenir rapidement sur l'investissement dans un château avant de regarder un petit peu le contexte actuel. C'est un gros marché, l'investissement dans un château. Aujourd'hui, quand on parle du marché de l'immobilier, quelles sont les dynamiques qui traversent ce marché actuellement ? Alors d'abord, c'est une dynamique qui est porteuse post-Covid et post-évolution du marché depuis 5-6 ans. D'accord. C'est un marché qui est extrêmement réduit. Il se vend entre 600 et 700 châteaux par an en France. D'accord, oui. Le groupe Mercure en vend à peu près 150 ou entre 140 et 150. C'est un marché qui est assez complexe parce que vous ne vendez pas que de la pierre. Vous vendez du foncier forestier, du foncier agricole. Oui, on n'achète pas que le château, on achète le domaine avec. Château, d'accord. Voilà. Donc une bonne dynamique. On est assez content de ces 3 dernières années. Le Covid a été, le Covid, ou en tout cas la réouverture de l'économie post-Covid et post-confinement a été porteur pour... alors on entend souvent effectivement qu'un certain nombre de personnes qui vivaient en ville ont souhaité aller chercher un petit bout de terrain ou acheter une maison ou autre. Pour un investissement luxe comme le château, est-ce que ça a changé la dynamique ou la dynamique qui est restée la même ? Non, ça a accéléré la réflexion. D'accord. En fait, le Covid et le fait que les gens ont vécu avec une contrainte de déplacement, bien sûr, a fait que post-premier confinement, essentiellement, d'accord. On a eu les gens ont eu le temps. En fait, pendant le confinement, le seul projet sur lequel ils pouvaient travailler, c'était un projet immobilier. Vous ne pouviez pas avoir de projet professionnel, vous ne pouviez pas avoir de projet familiaux, vous étiez enfermés. Mais par contre, vous pouviez continuer à rêver, continuer à vous projeter sur un projet immobilier. Et l'immobilier, on va dire, rural, qui était en opposition à cette contrainte urbaine, a eu le vent en poupe. D'accord, et donc ça a fonctionné, ou en tout cas ça a porté également pour l'immobilier de luxe, notamment d'investissement dans un château. Alors, quand on parle d'investissement dans un château, on imagine des bâtisses qui sont plutôt grandes, anciennes. Ça pose un certain nombre de questions dans le contexte actuel, pour le coup, où on voit des prix de l'énergie qui ont littéralement flambé, des prix de matières premières, quand on parle de rénovation, qui ont littéralement flambé. Est-ce que ça, pour le coup, ça a un impact aujourd'hui sur d'abord les questionnements potentiellement des investisseurs ou des acheteurs, et dans un second temps, effectivement, sur la rentabilité, ou en tout cas le coût in fine de l'investissement dans un château ? Alors, quand vous achetez un château, vous avez un achat en grande partie passion. D'accord. Et vous n'achetez pas un château juste pour avoir chaud et 21 degrés. Vous achetez pour autre chose. Puis la deuxième chose, c'est que vous comparez une construction d'il y a 200 ans ou 300 ans, en partant du principe qu'elle serait mal construite dans vos propos. Et c'est absolument pas le cas. Les matériaux sont des matériaux de terroir, sont des bons sens. Ils avaient moins de contraintes sur le plan technique et en tout cas financier. Donc on a des bâtiments qui ont une inertie de chaud ou de froid, qui fait que vous n'avez, c'est vrai, rarement chaud dans un château aujourd'hui, mais vous avez rarement froid dans un château. D'accord. Parce que c'était effectivement un peu le sens de ma question. Je faisais l'analogie entre maisons anciennes et potentiellement mal isolées ou mal chauffées. Ce qui m'amène d'ailleurs au sujet de rénovation énergétique. Alors on voit souvent ça pour des maisons ou des appartements. Ça concerne aujourd'hui les châteaux dans lesquels on peut trouver de nouveaux acquéreurs ? Alors sur le principe, la loi s'impose à tous. Maintenant, ça va être difficile de caler une directive sur un bâtiment 18e, un bâtiment 17e, un bâtiment classé. D'abord parce qu'on va avoir 2 administrations qui risquent de s'affronter. Bien sûr. Et que je pense que ce que l'on peut faire pour le mieux, c'est-à-dire sur ces 2/3 de bâtiments qui ont été construits après 48, où là, on avait des normes plus faciles, c'était plus normé, donc on arrive aujourd'hui à prévoir un coût d'isolation plus concis au mètre carré. Sur ces bâtiments anciens, c'est beaucoup plus difficile parce que si vous avez des moulures, des boiseries, des planchers et que tout ça soit classé, compliqué. Et puis surtout, vous avez une logique de volume. D'accord. Aujourd'hui, construisez à 2,50 m, 2,80 m de haut. Ces bâtiments ont été construits avec des plafonds à 4,80 m, 5,20 m. Donc, c'est pas la même chose.
Je reviens du coup sur ma question d'inflation des prix, que ce soit énergie ou matières premières. Est-ce que ça a un impact quand on veut aujourd'hui investir ou acheter un château? Est-ce qu'il faut Non. prendre en compte cette évolution des prix? Non, mais c'est une vraie question, mais ce n'est pas une contrainte. Vous n'achetez pas un château, et en tout cas, ce n'est pas la hausse de l'énergie qui fera qu'un château s'achète ou se vend. D'accord. Ce sera par contre une vraie réflexion dans le processus de rénovation, D'accord. de mise au goût du jour. Juste imaginer que, c'est pas imaginer, mais juste penser que 80% des châteaux ont changé de main depuis 20 ans. 58% par succession, 42% par transaction. D'accord. Néanmoins, que vous l'ayez acheté ou que vous l'ayez eu en succession, votre génération, la mienne, n'a pas les mêmes standards de confort qu'avaient nos grands-parents. Donc, quelque part, ça a déjà évolué. Et que les oui, châteaux c'est-à-dire qu'on fait évoluer les châteaux quand on les achète. Exactement. On les rénove au fur et à mesure, c'est ça que vous Quand on les achète ou quand on en prend possession dans le cadre d'une succession. Donc, en fait, ces châteaux ont déjà fait de gros efforts. Et en fait, ces châteaux, aujourd'hui, il ne faut pas... l'évolution énergétique, c'est déjà... La transformation énergétique, c'est déjà faite à travers de la géothermie, à travers des panneaux solaires, à travers du bois énergie, à travers des puits provençaux, des puits canadiens. Donc la recherche de confort, elle date pas d'aujourd'hui. D'accord. Simplement parce qu'il y avait déjà une contrainte, même quand le pétrole était à 80 ou à 70 $ le baril, c'était déjà une contrainte, parce que quand vous cramez, entre guillemets, ou brûlez 30 000 litres de fuel dans un château, même s'il est à 60 centimes, c'est déjà une somme. Ça reste déjà un budget conséquent, c'est ça. Exactement. Donc finalement, le questionnement vis-à-vis de l'isolation d'un château ne date pas d'hier, c'est ce que vous nous dites. Oui. Ça a toujours été une vraie contrainte. Ça s'est fait au fur et à mesure. Et on voit bien que les monuments historiques ont évolué. Avant, on ne pouvait pas mettre de double vitrage. Aujourd'hui, on peut mettre des doubles vitrages, même si ce ne sont pas les doubles vitrages qu'on pourrait mettre sur n'importe quel bâtiment moderne. Et après, qu'est-ce qui va rester dans les châteaux? Quand vous avez isolé les combes et les huisseries, vous avez déjà fait quasiment 75% du travail. Et ça, c'est jouable. Après, c'est un problème de financement et puis de technicité. Est-ce qu'on aura les entreprises? Est-ce que nous aurons les matériaux? Et est-ce qu'on sera dans les temps par rapport à ce que nous impose la loi? Bien sûr. Et surtout qu'on imagine que quand on parle de monuments classés, si certains châteaux sont classés, ça doit complexifier encore un petit peu plus. Une question que j'ai envie de vous poser, quand on est un investisseur ou futur acquéreur, pour quelles raisons est-ce qu'on fait l'acquisition d'un château? Est-ce qu'il y a des... Enfin, j'imagine qu'il y a plein de raisons différentes, mais est-ce que c'est... Je pense que c'est le cœur, le premier. D'accord. Vous tombez amoureux d'un bâtiment, au même titre. C'est une œuvre d'art sous quelques données. Je parle du bâti. Si c'est un ensemble foncier, forestier, là, il peut y avoir une logique financière. Mais un château, c'est au même titre qu'un tableau ou une commode, vous aimez, ou une pendule. Ça vous parle, ça vous inspire. Et beaucoup d'achats se font sur ce volet passion. Après, la raison arrive. Bien sûr. Et on réajuste tout ça. Mais... Donc c'est moins un investissement immobilier finalement qu'un achat passion ou plaisir, c'est ça? Un achat immobilier, soit vous achetez un appartement pour y habiter, y mettre à l'abri votre famille. Vous n'avez pas besoin d'un château pour y mettre votre famille à l'abri. Effectivement. Si vous faites un achat immobilier pour faire de l'investissement, à mon avis, le rendement d'un appartement à Courchevel ou d'une maison en bord de mer sera bien plus efficace que celui d'un château. Donc ce ne sont pas ces données-là. Ces données-là, c'est soit je participe à la transmission du patrimoine, et ça, c'est une grosse partie de nos acquéreurs, surtout quand ils viennent de la tech ou de la finance, qui disent, voilà, on a fait des fortunes assez rapidement, mais sur quelque chose qui est difficilement tangible, et je vais aller sur un patrimoine, je vais consacrer une partie de ma plus-value à restaurer et à transmettre quelque chose aux générations suivantes. Il y a cette donnée-là. Et puis, il y a le beau. Alors le beau, mon beau n'est pas forcément le vôtre, mais j'entends par là, c'est que les gens aiment cette belle pierre. Et puis le dernier, c'est que le vrai luxe aujourd'hui, dans un monde où on va tous très vite, on doit tous avoir répondu pour la veille, avec du bruit, de la pollution dans toutes ses formes, et bien une propriété, c'est le calme, c'est le beau, c'est la sérénité, c'est un contexte familial qui peut être serein, et c'est toutes ces valeurs-là. On est dans une émission où on parle de gestion de patrimoine, donc quand on est sur l'investissement pur en matière de château, comme on pourrait l'être sur une œuvre d'art ou autre, est-ce qu'il faut forcément y aller avec l'objectif d'une rentabilité ou on risque d'être déçu? Je pense que si on y va sur une rentabilité, on prend trop de risques. Si on y va avec la passion et qu'il y a une rentabilité à la fin du bout, on est béni.
Et pour finir, dernière question, Olivier de Chabot-Tramcourt. Si on a envie d'y aller, on hésite, quelles sont les questions qu'il faut se poser pour être sûr globalement de ne pas se tromper? Alors effectivement, c'est un coup de cœur, vous l'avez dit, mais il y a peut-être quand même, après la passion, la raison. Que dit la raison? La raison, elle dit que ce n'est pas le château qui s'adapte au châtelain, mais que c'est le châtelain qui s'adapte au château. Donc ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, et de se dire que si jamais j'ai envie de château, en fonction de mes moyens humains aussi, parce que c'est beaucoup de temps consacré, il faut qu'on l'ajuste à sa possibilité personnelle, familiale et financière. Ça coûte forcément une fortune, un château? Non. Aujourd'hui, non. Par rapport à un marché parisien, votre château moyen en France, c'est 80 mètres carrés à Paris. Merci beaucoup, Olivier de Chabot-Tramcourt, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe immobilier Mercure. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous tout de suite dans Enjeu Patrimoine.